Ça se lance. Bonjour à tous. Cap Palliatif est heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui va être dédié à les pratiques de la gestion de l'anxiété des soins palliatifs à domicile. Donc, on a la grande joie d'accueillir l'équipe mobile de Mont-de-Marsan. Alors, Monsieur Keubler, vous allez vous présenter, et puis votre infirmière qui est là avec vous, hein. Je vous laisse vous présenter. Je vais vous redonner quelques modalités. Donc, c'est un webinaire. Vous n'avez pas accès au micro. Vous pouvez poser vos questions en fin de réunion, enfin, tout au cours de la réunion, hein. On y répondra en fin de réunion dans l'onglet onglet questions. D'accord? Questions-réponses. Et le webinaire est prévu pour durer donc 1 heure avec le temps d'intervention de Dr Kubler qui prend le temps qu'il souhaite. Voilà, on souhaiterait que ça se finisse à 13h30, bien sûr, avec un temps de réponse quand même de 20 minutes au minimum. Voilà, Dr Kubler, je vous donne la parole. Et merci encore, docteur, pour votre intervention. Et voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup de nous avoir invités sur une problématique et une question assez importante. Alors moi, je suis le docteur Kubler, responsable de l'équipe mobile de soins palliatifs et de l'unité de médecine palliative de l'hôpital de Mont-de-Marsan. Et je travaille avec Émilie, qui est infirmière sur l'équipe mobile de soins palliatifs avec un exercice exclusivement à domicile pour ma part. Voilà, donc c'est vrai qu'on souhaitait un peu présenter notre service. Donc, nous sommes dans les Landes, la capitale des Landes à Mont-de-Marsan. Donc, nous avons la chance d'avoir un département de médecine palliative avec pas mal de ressources possibles sur un hôpital général avec 1200 lits. Avec 60 services à peu près. Et au sein de cet hôpital, nous avons une unité de médecine palliative et de l'ESP de 10 lits, une équipe mobile avec, on va dire, sur l'historique qui était séparée en deux avec une équipe domicile, l'ancienne ASPAM, et une équipe intra-hospitalière. L'intra-hospitalière a été créée en 98 et celle du domicile en 2007. Depuis 2-3 ans, nous sommes rassemblés au sein d'une même équipe mobile avec une file active assez conséquente de plus de 700 patients suivis par an. Et aussi, on a une activité d'hôpital de jour dédiée en soins palliatifs et soins de support. Notre service ou département est composé, comme partout, d'une équipe pluridisciplinaire avec des médecins, infirmières, aides-soignants, cadres, assistantes sociales, psychologues, on en a pas mal. On a une kiné aussi au sein du service et on a pu obtenir, on va dire, une possibilité d'une ergothérapeute à temps plein au sein du département, permettant d'aller au domicile et au sein de la structure. Et on a aussi pas mal d'approches complémentaires avec pas mal de ressources extérieures, une socio-esthéticienne, des bénévoles, un musicien qui vient faire de l'accompagnement musical et les représentants des cultes, l'aumônier. Donc c'est vrai que notre département nous permet d'avoir une vraie filière et un parcours en soins palliatifs au sein du territoire qui est dans les Landes séparées en deux. D'un côté, il y a le territoire, on va dire, avec le suivi par l'équipe de Dax et l'autre territoire de Mont-de-Marsan assez conséquent. Après avoir présenté un peu notre structure, le service, on va aller sur le vif du sujet par rapport à la demande avec un titre assez long, les pratiques de la gestion de l'anxiété en soins palliatifs à domicile, donc qui rassemble beaucoup d'éléments. Et voilà, je vais laisser ma collègue continuer dans cette thématique. Ah non, c'est toujours moi. Donc, voilà, l'objectif, c'est de savoir de quoi on parle. Donc, prendre en compte un petit peu tous les termes mis dans cet exposé. Donc, c'est vrai que l'anxiété en soins palliatifs, c'est un symptôme assez conséquent avec une prévalence qui est variable selon les études. Bon, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de parts d'anxiété au sein de nos patients, avec soit un symptôme isolé avec une anxiété majeure, soit une intrication avec d'autres symptômes
et cette anxiété qui se surajoute à ce niveau-là. Donc, ce qui sera important, c'est de définir ce que c'est avec l'anxiété, de pouvoir la reparer, l'évaluer, la réévaluer. Comme tout symptôme, nécessité de faire le point sur l'intensité de l'anxiété, parce qu'on verra que ça contribue un petit peu sur une prise en soin différente. Et puis les conséquences de cette anxiété qui, comme l'intitulé l'indique, ça prend bien sûr les conséquences sur le patient lui-même, mais aussi sur l'entourage, notamment à domicile, et sur les équipes soignantes qui accompagnent le patient et la famille. Donc toutes les conséquences pour le patient, pour l'aidant et aussi pour les soignants. Ce qui est important aussi, voilà, c'est de la gestion de cette anxiété. On s'aperçoit qu'en soins palliatifs, elle est essentielle pour améliorer la qualité de vie et donc des patients et de leur famille, d'autant plus à domicile. Donc, elle est nécessaire de la prendre en compte et parfois de permettre d'avoir une approche médicamenteuse ou autre. Du coup, on va définir un petit peu de manière un peu générale ce qu'est l'anxiété. On précisera un peu plus après l'anxiété en soins palliatifs. Ce qui est reconnu comme définition, c'est que l'anxiété, c'est une réponse normale face à une situation perçue comme menaçante. Elle va se manifester par un sentiment d'insécurité qui peut être accompagné d'un ensemble de signes physiques et psychiques. Elle peut devenir pathologique si elle devient massive, qu'elle reste persistante et qu'elle survient sans lien avec une menace réelle. On sait que voilà, tout ce qui est stress post-traumatique, il y a eu pas mal d'études faites dessus, mais ce n'est pas trop le sujet ici. On sait que l'anxiété, elle a des répercussions, comme j'ai dit, à la fois physiques, cognitives et émotionnelles. Et donc, du coup, ça en devient un symptôme désagréable, voire inconfortable, quand elle est vraiment très prégnante chez les patients en situation palliative. Elle va être accompagnée souvent d'un sentiment de malaise, d'inconfort avec de la crainte. Et du coup, ça peut aussi dériver sur des terreurs avec des troubles du sommeil et des troubles paniques importants et donc qui ont une grosse répercussion sur la qualité de vie du patient. Et du coup, à domicile, ça découle aussi sur les proches aidants qui sont partie prenante et qui donc du coup peuvent subir de plein fouet cette anxiété. Et donc du coup, on va dire qu'une anxiété, elle est considérée comme normale quand la réaction est adaptée. L'anxiété, elle va devenir plus pathologique voire pathologique quand la réaction est plus incontrôlée et désorganise et dépasse le sujet. Donc c'est aussi sur ça qu'on va s'attacher dans cette présentation. Là, la thématique, c'est en soins palliatifs. Donc, c'est vrai que l'anxiété, symptôme, quelles que soient les pathologies, les situations, les dangers ou l'incertitude, mais en soins palliatifs, elle est vraiment très prenante, on va dire, et présente. Donc, avec qu'elle touche de nombreux patients en situation palliative, comme a dit Émilie, elle peut être normale et adaptée, mais elle peut devenir pathologique en prenant différentes formes et avec une répercussion importante dans le comportement, dans les émotions et dans je dirais, le lien qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de facteurs précipitants. Alors, toute situation palliative avec une annonce reste un facteur de risque, parce qu'il y a une incertitude, une proximité de la mort. C'est, on va dire, un facteur précipitant pour avoir une émotion et un sentiment d'anxiété à ce niveau-là. Elle peut être aussi aggravée, et on le voit, parce que, comme on dit, si on ne traite pas d'autres symptômes, l'anxiété persistera. Donc, il y a besoin de traiter, d'appréhender les symptômes pour éviter qu'ils soient mal contrôlés, comme la douleur ou les difficultés respiratoires. Donc, ce qui est important, c'est aussi de mettre en avant d'autres facteurs de risque. Le sujet jeune de sexe féminin avec un soutien social insuffisant
et parfois une dégradation, des pertes et une précarité socio-économique assez conséquente. Cette anxiété, surtout en soins palliatifs, puisqu'on a une évolution de la maladie, elle reste aussi très fluctuante et elle évolue au cours de la maladie avec des différents obstacles ou difficultés qu'on peut être amené à mettre en avant. Donc là, de nouveau, sur la troisième item, en dehors de l'anxiété, en situation palliative, là, on évoque le domicile. Donc, le domicile prend en compte beaucoup d'éléments. Le malade lui-même, le domicile, ça reste normalement une source d'apaisement avec des repères. Oui, on va trop vite. Des repères permettent d'avoir un lieu de sécurité, un lieu de repos, mais parfois, on a aussi le domaine du domicile qui peut être source d'inquiétude dans un contexte d'isolement, d'incertitude. Donc, il faut prendre en compte ce malade au sein du domicile. Et bien sûr, la situation palliative reste évolutive et comme elle est évolutive, le domicile peut être rythmé aussi par la maladie, par les conséquences, par les soins prodigués, la médicalisation, pas mal d'éléments qui perturbent le quotidien d'un domicile et le quotidien de cette personne au domicile. Après, on met aussi en avant, on va dire, son cercle de confiance. J'aime bien parler du cercle de confiance avec on va dire, le cercle de l'intimité avec ses proches au sein du domicile, que ce soit son époux ou son épouse, que ce soit les enfants, mais aussi ses animaux. Et puis un autre cercle un peu plus, je dirais, concentrique et éloigné, c'est les amis, les soignants. Voilà, il y a un peu différents cercles qui peuvent être importants à prendre en compte dans la gestion et dans la situation du patient. Donc, bien sûr, les proches, puisqu'ils sont vraiment très présents et on s'aperçoit que les aidants principaux souffrent beaucoup de la situation, de la maladie, mais aussi des conséquences et des symptômes. Et puis, les soignants. Comme dans toute démarche palliative, il faut prendre en compte le malade, les proches, mais aussi les soignants, puisqu'ils sont intriqués dans la prise en charge, surtout à domicile, puisque c'est souvent des soignants qui suivent ces patients depuis longtemps. Ils ont lié un lien important avec eux et on s'aperçoit qu'il y a souvent des transmissions où il y a des prénoms qui sont notés pour tel ou tel patient, donc qui sont vraiment impliqués et vivent au quotidien. Et souvent, ce sont les seules personnes que le patient voit à domicile. Et l'isolement. L'isolement chez ces professionnels peut des fois être important et générer une anxiété aussi chez eux de justement apporter suffisamment de confort à ce patient qu'ils accompagnent depuis longtemps. Donc c'est vrai que du coup, elle est aussi à prendre en considération de ce point de vue-là, l'anxiété. Voilà, en prenant en compte un peu la définition, les situations palliatives avec des facteurs multiples et surtout le domicile avec tous ces éléments du patient, des proches et des soignants, on s'aperçoit que souvent la frontière est assez floue entre une anxiété normale ou une anxiété pathologique. Et il y a quand même une répercussion assez conséquente sur la qualité de vie. Et donc, je pense que c'est un sujet et un symptôme à prendre en compte et souvent à traiter au plus tôt pour éviter, je dirais, les difficultés pour le patient et les épuisements pour les familles et les soignants. Voilà, après, on vous a mis un petit peu en avant, en plus des facteurs, ce qu'on a déjà évoqué, des causes potentielles. Alors, on a un peu listé ce qu'on a pu relever, notamment en situation palliative, sur des facteurs déclenchants d'anxiété.
comme on l'a dit, hein, l'annonce souvent d'une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire soit de la récidive avec le spécialiste, soit aussi des arrêts de tel ou tel arrêt traitement spécifique, notamment l'arrêt de la chimiothérapie. C'est une annonce assez conséquente avec source pas mal d'anxiété qui peuvent aller jusqu'à une angoisse pour le patient. Toutes les difficultés, je dirais, socio-familiales, avec toutes les pertes, puisque c'est vrai que la maladie isole, la fatigue fait qu'on ne peut pas trop se déplacer non plus, donc il y a l'isolement. Il peut y avoir aussi des conflits dans la famille, des familles éclatées, des familles qui doivent rester, ou des proches qui un peu plus auprès de leurs proches à domicile. Donc c'est aussi des difficultés et sources d'anxiété pour plusieurs personnes. Et tout ce qui est souffrance existentielle, qui est aussi le sens de la vie, jusqu'où aller, c'est aussi une souffrance et une réflexion que peut avoir certains patients et entraîner l'anxiété. Après, il y a pas mal de facteurs aussi somatiques, comme on a dit, puisque l'intrication avec d'autres symptômes, hein, quand on respire mal, on a une anxiété, une crainte, une incertitude et une peur de s'étouffer. Donc, il y a tous ces éléments qui rentrent en compte. Pareil sur la douleur, hein, la douleur avec une douleur intense, une répercussion importante et sur la mobilité, l'alimentation, sur la communication, mais aussi sur l'aspect psychologique et source d'anxiété. Les soins, du coup, peuvent devenir aussi anxiogènes s'il y a des douleurs associées pendant un temps et qu'on a du mal à soulager. Du coup, il peut y avoir une appréhension du soin sur des réflexions de pansement, par exemple, des choses comme ça, qui peut générer une anxiété qui a besoin d'être traitée avant de pouvoir faire le soin et pas seulement gérer que la douleur, pour le coup. Et après, il y a d'autres causes potentielles qu'on a listées. Comme on disait, hein, on perd nos repères, on a différentes pertes physiques, sociales, mais aussi on perd le contrôle du quotidien. Donc, c'est aussi une source supplémentaire d'anxiété et d'inquiétude. Il y a aussi tout ce qui est de la iatrogénie. Il y a pas mal de médicaments potentiellement accentue un état déjà fragile et une anxiété supplémentaire. Et je dirais une sphère neuropsychologique déjà fragile, avec des personnes qui peuvent être confuses avec une anxiété supplémentaire, des personnes qui ont déjà un syndrome dépressif et qui se surajoutent un syndrome anxio-dépressif majeur. Donc, tous ces éléments accentuent aussi l'intensité du symptôme anxieux déjà présent ou arrivant. Donc, en ayant donné un petit peu les éléments de la définition et puis de différents facteurs un peu mis en avant, comme tout symptôme, il faut arriver à repérer, je dirais, cette anxiété. Donc, c'est la diapo suivante. Et ce qui permet, alors on a listé plein de choses, mais il existe tellement de symptômes ou de signes physiques importants, que ce soit cardiovasculaire, entre des palpitations, une sorte d'oppression thoracique, à des symptômes plutôt respiratoires, sensation de manque d'air, de toux, de respiration rapide, à des symptômes aussi, je dirais, de sueur, de nausées, de vomissements, de crampes. Voilà, il y a tellement de symptômes et de signes physiques associés à ce symptôme d'anxiété majeure. Après, il y a beaucoup de signes aussi psychologiques. On a dit, il y a une répercussion comportementale avec des patients qui peuvent être agités, irritables, qui peuvent être au contraire plutôt hyper vigilants et je dirais
beaucoup plus avec des conduites addictives et beaucoup plus instables, notamment à ce niveau-là, ou alors des patients plutôt repliés, peu communicants, avec déjà aussi des troubles du sommeil. Il y a pas mal de répercussions, ce qu'on a dit, cognitifs, hein, entre certains qui ruminent, qui ont des difficultés de se concentrer, d'attention, se sentent vidés aussi, qui ont plus de force et qui ont aussi une tension intérieure assez conséquente. Et puis, sur le côté affectif, pas mal de craintes, de sentiments, de perte de contrôle, on l'a dit, et donc ça, ils arrivent à l'exprimer, d'impuissance et d'anticipation dramatisée des événements. Voilà, ils anticipent tout, tout va arriver assez rapidement. Donc, pour pouvoir un petit peu repérer en ayant un peu tous ces signes et évoquer une anxiété, alors on n'a pas beaucoup d'échelles, mais on a une échelle, je dirais, d'aide au diagnostic, l'HADS, qui est une échelle de repérage et qui permet de mettre en avant soit une anxiété, soit une dépression. Donc il y a différents items qui existent. Il existe 7 items pour l'anxiété et 7 items en plus pour la dépression. Voilà, ça permet aussi, comme toutes les échelles, de le repérer et surtout de le réévaluer en fonction des approches mises en place à ce niveau-là. Les psychologues l'utilisent de plus en plus, cette échelle. On a aussi d'autres échelles un petit peu classiques et simples, hein, sur la météo intérieure ou alors des échelles numériques. Proposer à la personne comment elle se sent entre 0 à 10 et à proposer à la personne avec des images comment elle se sent, si elle se sent énervée, elle se sent triste, elle se sent en pleurs. Voilà. Donc il y a pas mal d'échelles pour montrer un peu ce qu'elle ressent et le temps qu'il fait en soi, on va dire, qui est marqué sur cette météo intérieure. Alors du coup, pour prendre en charge du coup, cette anxiété à domicile, on a décidé de découper en plusieurs points. Donc comme on a vu, l'anxiété touchait vraiment toutes les sphères du domicile, hein, que ce soit le patient, ses proches et les soignants. Et donc là, du coup, on va plutôt se concentrer sur la gestion de l'anxiété du patient. Ce qu'on aura compris au démarrage, c'est que c'est une approche globale. Donc, on a décidé de voir les points, d'abord les approches non médicamenteuses ou complémentaires, et on fera après l'approche plus médicamenteuse du coup. L'approche non médicamenteuse, on a pareil listé ce qui était le plus fréquent, ou en tout cas ce que nous, on pratiquait, on rencontrait le plus fréquemment à domicile. Ça commence bien sûr par une écoute active. Donc, c'est vraiment recevoir ce que le patient ressent, essayer de lui faire dire, en tout cas, comment il se sent et comment il perçoit, lui, les choses, pour pouvoir ensuite, après, travailler en équipe et notamment avec nos collègues psychologues, hein, du coup, pour proposer l'accompagnement psychologique le plus adapté, avec les techniques les plus adaptées. On verra qu'il y a du coup les TCC, hein, les thérapies cognitivo-comportementales. On a aussi des psychologues qui sont formés à l'hypnose, donc du coup qui peuvent pratiquer ça. Voilà, sur le soutien psychologique, l'écoute active nous permet à nous déjà d'entendre la demande du patient et d'adapter derrière ce qu'on peut proposer. L'écoute active, ça va avec la relation d'aide, hein, écouter, recevoir, entendre et comprendre. C'est déjà beaucoup pour le patient qui, des fois, ne l'exprimera pas forcément à ses proches. Donc, parce qu'il y a des questionnements sur comment
comment ils vont faire sans moi, je me sens une charge, j'ai envie d'organiser mes obsèques, mais je ne sais pas comment faire, comment leur en parler. Enfin, voilà, il y a plein de questionnements comme ça, et c'est des choses dont qu'il abordera pardon, plus facilement avec ses proches, qu'avec nous, qu'avec ses proches. On va bien sûr pouvoir proposer tout ce qui est technique de relaxation, de relaxation guidée avec le lâcher-prise, en proposant des exercices de respiration. Donc là, vous avez les méthodes de respiration en carré ou de respiration colorée, tout ce qui est méditation. Bien sûr qu'en fonction des difficultés et là où sont focalisés les points d'angoisse, on pourra proposer un soutien social, un soutien aussi avec l'ergothérapeute si jamais on voit qu'il y a besoin d'aménagement au domicile, le soutien spirituel, bien sûr. Il y a beaucoup d'applications qui existent sur le bien-être et qui sont gratuites et qui permettent entre autres notamment de continuer les exercices de respiration. On pourra aussi proposer tout ce qui est toucher, massage, l'aromathérapie qu'on a beaucoup développé dans notre service et bien sûr tout ce qui est plaisir d'essence. Donc du coup avec la musique, la réalité virtuelle, puisque nous en tout cas dans le service on a un casque de réalité virtuelle. On l'a encore pas essayé à domicile, mais c'est à envisager. Et après la présence. Soulager les aidants en proposant la présence de bénévoles pour qu'il y ait voilà, un échange, un lien social aussi qui est maintenu quand des fois qu'on est isolé par la maladie, que voilà, surtout si on est sur des sujets jeunes, c'est vrai que du coup c'est compliqué quand on a eu une activité sociale et professionnelle et que tout s'arrête du jour au lendemain. Donc du coup la présence peut avoir son importance. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a voulu mettre en avant les approches non médicamenteuses avec cette relation d'aide et cette écoute active. Donc voilà, c'est surtout la création d'un espace de parole, alors qui est parfois plus facile, je dirais même au domicile qu'en milieu hospitalier, où le patient est chez lui, il nous reçoit et c'est pas l'inverse. Et cet espace de parole est plus facile, alors des fois c'est compliqué de s'exprimer, mais plus facile d'évoquer les émotions et de verbaliser. Après, toutes les approches notées, c'est en fonction aussi des disponibilités de chacun, parce que c'est pas si simple d'avoir des séances de TCC régulièrement, d'avoir des touchés massages, d'avoir l'aromathérapie ou les casques virtuels, mais on va dire, c'est quand même possible à mettre en place à domicile et surtout de permettre à la personne de pouvoir aussi gérer au mieux par rapport à son anxiété. Ce qu'on a pu mettre en avant aussi, ça reste une approche individualisée, ça c'est évident. Et comme je disais, cet espace, je dirais, de parole, c'est aussi un espace de communication où le patient peut exprimer ses souhaits, ses craintes et bien sûr ses émotions, comme on l'a évoqué. Et c'est aussi peut-être le bon moment d'aborder les directives anticipées, parce que c'est pas très simple, même chez nous en unité de soins palliatifs, à les aborder régulièrement. Voilà, toutes ces craintes évoquées, ces difficultés, cette anxiété de s'étouffer, ça permet aussi, je dirais, d'aborder et d'expliquer ce que sont les directives anticipées, d'encourager à exprimer ses souhaits et ses craintes ou difficultés, et d'accompagner dans la rédaction des directives anticipées. D'autre part, cet espace de parole permet aussi à nous d'avoir des informations assez claires et adaptées pour le patient et son entourage, donc de prendre du temps sur place et d'avoir des entretiens donc programmés. Et puis, cette approche aussi non médicamenteuse du domicile, c'est aussi tous les repères familiers de la personne, donc arriver à l'aider, arriver à l'aider à s'appuyer aussi sur son cercle de confiance autour, d'avoir des repères familiers, son environnement,
Et puis nous, on fait beaucoup de soutien téléphonique régulier. Donc c'est vrai qu'on les appelle régulièrement pour voir comment ça se passe. On se déplace plus ou moins en fonction des besoins. Et on souhaite, alors pour l'instant, c'est pas encore opérationnel, mais on souhaite mettre en place une ligne disponible, si possible, où la personne peut nous contacter à tout moment si elle est en difficulté, s'il y a un élément physique supplémentaire ou autre, mais aussi dans ce contexte, il y a un patient avec une anxiété pathologique et où il y a besoin de réadapter assez rapidement. Donc ça, on a évoqué un petit peu toutes ces approches non médicamenteuses, c'est pour ça qu'on les a mis en premier, qui nous semble important. Après, il y a quand même, en fonction de l'intensité, de la répercussion, de l'aspect incontrôlable, et il y a besoin d'une approche médicamenteuse. Donc cette approche médicamenteuse, elle est assez conséquente. Bien sûr, nécessaire, comme on disait dans l'intrication avec d'autres symptômes, de gérer les autres symptômes. Il est nécessaire de gérer la douleur avec des opioïdes si besoin, de soulager au mieux les difficultés respiratoires avec les supports qu'on peut mettre en place. Mais après, voilà, sur le symptôme même de l'anxiété, il faut utiliser des médicaments. Alors, comme tout symptôme en situation palliative, le médicament doit être adapté avec une voie d'administration personnalisée à la personne et une absorption et puis une adaptation des doses en fonction de chaque personne et de son profil propre. Bien sûr, on anticipe au mieux parce qu'on fait beaucoup de prescriptions anticipées qu'on préconise auprès du médecin traitant ou qu'on est même parfois amené à prescrire avec son accord. Donc, on fait beaucoup de prescriptions anticipées sur le symptôme d'anxiété potentielle à domicile. Donc, je vous ai mis un peu alors sans trop détailler, je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus, mais voilà, sur les 3 classes classiques d'approche médicamenteuse, ce qui est sûr, c'est que les molécules essentielles sont les benzodiazépines à visée anxiolytique, à adapter avec des demi-vies plutôt courtes, avec des posologies en fonction des risques et de la personne. Je dirais, on a 3 molécules qu'on utilise. Alors, bien sûr, il faut prendre avec l'autonomie, donc utiliser plutôt des molécules avec une prise orale. Donc, on utilise essentiellement 3 molécules. C'est essentiellement, alors, je vais mettre des noms, je dirais, de molécules. Veratran, qui a une demi-vie assez courte, qui est quand même une demi-vie de 4 heures à peu près. Sinon, on est classiquement avec du Seresta, une demi-vie à peu près de 10 heures par rapport à d'autres molécules comme les alprazolam qui ont des demi-vies beaucoup plus longues. Quand l'intensité est majeure, on va jusqu'à l'injectable. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup du midazolam avec une voie d'administration qui est assez facile en sous-cutané, en IV. Parfois, dans le service, on l'utilise beaucoup en intranasal, dans un état d'anxiété majeure avec une panique ou une angoisse aiguë. Voilà, donc ça c'est la première classe, c'est les benzodiazépines. La deuxième classe qu'on peut recommander, c'était les antidépresseurs. C'est les inhibiteurs sélectifs de la recapture sérotonine qu'on peut utiliser. Alors, l'inconvénient, c'est que le délai d'action est souvent très long, d'1 à 2 semaines pour avoir une efficacité. Mais il y a aussi cette part, l'aspect anxio-dépressif, ça peut aider. Alors, c'est essentiellement de la sertraline qu'on utilise. Parfois, on peut utiliser surtout, puisque ça aide dans le sommeil, de l'amirtazapine. Donc, c'est vraiment 2 antidépresseurs qu'on préconise au domicile.
Et puis la troisième classe, alors surtout indiquée avec des troubles fusionnels surajoutés. Donc ce sont toutes les neuroleptiques avec quand même une action un peu plus sédative. Et ça, donc c'est essentiellement le risperidone, le risperdal, ou alors l'aldol en gouttes qu'on utilise. On est parfois amené à utiliser des neuroleptiques sur des intensités majeures en injectable, et on va s'appuyer beaucoup sur le nosinant en injectable, en sous-cutané ou en intraveineux. Tous ces éléments, bon, il existe d'autres classes médicamenteuses. Il y a aussi les anticonvulsivants, la prégabaline qu'on pourrait utiliser. Voilà, il faut s'adapter à chaque situation avec les capacités de chacun, la voie d'administration. Mais il y a souvent besoin quand même d'anxiolytiques à base de benzodiazépine à ce niveau-là. Bien sûr, il faut mettre dans la boucle tous les professionnels de santé, les médecins traitants, arriver aussi à communiquer, à informer, à sensibiliser, à aider aussi, parce que c'est pas simple dans les prescriptions, mais dans les perfusions, les sous-cutanées ou autres. Voilà, donc c'est aussi un rôle dans la formation et la sensibilisation qu'on peut apporter. Et comme toute approche médicamenteuse, évaluer l'intensité, réévaluer un petit peu les effets et réadapter, je dirais, soit la molécule, soit la posologie, soit la molécule. Après, c'est très évolutif. Donc, on s'aperçoit que en situation palliative, avec des fins de vie proches, souvent on utilise le midazolam, alors beaucoup en milieu hospitalier, mais de plus en plus à domicile. Il y a des capacités de l'avoir et de l'utiliser. Il n'y a même pas une heure, je viens de faire une prescription pour un infirmier libéral. Voilà, il y a aussi un prestataire. Il n'y avait pas d'appui du HAD pour cette situation et va être mise en place en dehors de la gestion de la douleur des prescriptions anticipées sur du midazolam en sous-cutané d'une personne en fin de vie qui ne peut plus absorber. Voilà, bon, peut-être qu'on en reparlera avec les questions sur les approches médicamenteuses, mais pour vous donner un petit peu les différents éléments qu'on peut préconiser. Du coup, maintenant, on va aborder la prise en charge de l'anxiété de et auprès de l'aidant. Du coup, comme on disait tout à l'heure, l'aidant, il subit autant l'anxiété chez son proche malade que sa propre anxiété de la gestion de la situation. Le focus est important parce que, selon nous, c'est quand même lui qui conditionne la possibilité du maintien à domicile. C'est-à-dire que si un aidant en vient à ne plus se sentir en capacité de gérer ou que justement son anxiété prend trop d'importance, il peut perdre ses moyens et du coup demander une hospitalisation. Et donc la place des aidants est vraiment très importante. C'est lui qui perçoit aussi ce que vit et ce que ressent son proche malade. C'est lui qui est au chevet bien plus que les soignants. Et donc c'est vrai que du coup, c'est lui qui est là la nuit, si jamais il y a des réveils nocturnes, s'il y a des cauchemars, et c'est lui qui en subit aussi les conséquences. Donc du coup, on voulait quand même, ça nous paraissait important de faire un focus sur ces aidants qui sont du coup au quotidien, H24, avec leurs proches malades. Au niveau de la gestion de l'anxiété, on va avoir à peu près les mêmes techniques que pour le patient, en tout cas pour la partie non médicamenteuse. Il est toujours important à domicile de prendre en considération comment se sentent les aidants, c'est-à-dire avoir une écoute active et une relation d'aide avec eux aussi, leur permettre d'avoir un espace de parole dans lequel ils peuvent exprimer eux leur propre anxiété et ce qui les inquiète.
exprimer eux aussi les difficultés qu'ils rencontrent sur le fait que le malade a des réveils nocturnes récurrents et donc du coup a besoin de lui aussi pouvoir souffler et dormir. Généralement, après, c'est un peu les vases communicants. Hein. Si le proche malade est inconfortable et anxieux, ça va se répercuter et l'aidant va absorber de la même façon. D'autant plus s'il y a des troubles du sommeil associés et donc du coup une fatigabilité qui s'installe. Il va être important que cet aidant il ait aussi un soutien social, psychologique et qu'il puisse avoir aussi accès aux approches complémentaires et aux bénévoles également. Puisque du coup, c'est quand même important qu'il ait son propre espace pour pouvoir échanger. Il y a certains secteurs où des groupes de parole sont proposés justement pour les aidants. Et ça, il ne faut pas hésiter à leur proposer et à ce qu'il y ait aussi voilà, un focus fait sur eux et qu'ils puissent s'exprimer sur leurs difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. On va repérer l'anxiété chez les aidants. C'est là où il faut énormément s'appuyer aussi sur les professionnels libéraux parce que du coup, ils connaissent quand même les patients et leurs proches et les aidants depuis longtemps. Mais c'est vrai que surtout ce qui va être alertant pour un professionnel, c'est une modification dans le comportement de l'aidant. Donc, on le disait avec des troubles du sommeil, avec un aidant qui peut soit être perturbé parce que son proche malade est réveillé et plusieurs fois dans la nuit, soit parce que lui-même se met dans une hypervigilance et du coup une inquiétude de est-ce qu'il a tout ce qu'il faut, est-ce qu'il respire encore, est-ce qu'il a des douleurs, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il va réussir à m'appeler, est-ce qu'il a besoin d'aller aux toilettes, enfin voilà. Du coup, on peut avoir des aidants qui sont dans cette hypervigilance et du coup avoir un sommeil très très perturbé alors que le proche malade n'est pas forcément en demande à ce moment-là. Ça va être des aidants qui vont être donc du coup beaucoup plus fatigués, beaucoup plus irritables avec les professionnels. Ils vont beaucoup moins bien tolérer, on va dire, les interventions à domicile, le fait qu'il y ait beaucoup de passages, surtout quand la situation évolue vers une phase terminale. Et donc ça, on peut se retrouver avec des aidants qui ferment la porte et qui ne veulent plus forcément d'intrusion. L'hypervigilance, j'en ai déjà parlé. Ça va être aussi des aidants qui vont être en demande excessive ou en tout cas très répétée auprès des professionnels qui interviennent, donc beaucoup de sollicitations auprès du médecin traitant, auprès des infirmières libérales et qui du coup pour lesquels il va y avoir alors c'est pas une exagération des symptômes, mais en tout cas une sensation de où en fait la moindre petite chose va prendre une importance vraiment excessive et sur lesquelles ils ne vont pas réussir à passer et à faire abstraction. Et ils vont être un peu dans une demande de réponse avec une immédiateté importante, d'où les appels répétés qu'on peut avoir auprès des différentes équipes qui interviennent auprès du malade. Et c'est des personnes, les aidants aussi, on va remarquer leur anxiété sur la gestion du quotidien, qui va devenir de plus en plus complexe. C'est-à-dire que quelqu'un qui était capable de gérer ses courses, son ménage, on va se rendre compte que finalement, les poubelles s'accumulent parce qu'il ose plus laisser son proche et donc du coup, il n'ose pas aller jusqu'au container les sacs poubelles. Ça va être quelqu'un qui va faire des courses et puis finalement il se rend compte que ce qu'il a acheté c'est pas du tout adapté. Voilà. On va avoir beaucoup de signes comme ça et c'est en fait la différence entre ce qu'on a connu d'eux et ce qu'ils étaient en capacité de faire qui doit nous alerter principalement. Donc après, le temps passe, donc on va essayer rapidement de finir un petit peu les diapos pour pouvoir échanger par rapport à des questions. Donc c'est vrai qu'en dehors du patient, des aidants, il y a aussi la gestion de l'anxiété auprès des équipes, on a déjà évoqué. Il y a besoin de réassurance, de revaloriser un petit peu les compétences et les actions de chacun. De pouvoir leur donner aussi des réponses, parce que c'est vrai que c'est difficile s'ils n'ont pas de réponse. Et je sais que les médecins traitants ont parfois des difficultés de pouvoir répondre au mieux par rapport à leur activité. Et puis des aides à la prescription. C'est vrai que les prescriptions anticipées sont importantes.
pour pouvoir réagir au mieux à ce niveau-là. Et on fait parfois des retours d'expérience sur des accompagnements assez difficiles où il y a eu une situation et puis un ressenti et des émotions très vives. En dehors des équipes, voilà ce qu'on voulait mettre un peu en avant, c'est un peu la spécificité et les difficultés du domicile. C'est vrai qu'il y a c'était toi, il y avait une réactivité importante et une temporalité qui est parfois différée, donc il faut faire avec, parce que c'est vrai que il n'y a pas de soignant derrière la porte, il y a besoin de réagir. C'est pour ça que les soutiens téléphoniques sont assez conséquents et nous permettent d'anticiper au mieux ce que disait Émilie sur l'alerte auprès des aidants avec le changement de comportement, de position et de différentes demandes et de plaintes. Et puis, je dirais, la présence de l'équipe de premier secours avec ce qu'on a dit, son ressenti, son vécu, et le besoin d'une bonne coordination. Donc, l'avantage des équipes mobiles, puisqu'ils ont des possibilités de coordination avec les autres acteurs et de lien avec le médecin traitant, est important, on va dire, dans la gestion et dans la prise en soin au domicile. Et bien sûr, on parle et on évoque notre paroisse, l'appui des équipes mobiles. Je pense que c'est un des éléments importants à prendre en compte, hein, ce qui nous permet d'évaluer, de soutenir, d'éduquer avec des prescriptions anticipées et d'aider les proches et les soignants, d'anticiper au mieux et je dirais de coordonner. C'est vrai que c'est parfois nécessaire de coordonner au mieux. L'avantage aussi des équipes mobiles, c'est qu'il y a un appui pluridisciplinaire avec différents soignants. On fait des visites infirmières, assistantes sociales, infirmières psychologues, infirmières médecins, ou médecins psychologues ou autres. L'appui pluridisciplinaire, notre ergothérapeute aussi fait pas mal de visites pour appuyer au mieux dans l'environnement, dans le quotidien, dans l'écoute, dans l'information et dans la prescription à ce niveau-là. Le soutien psychologique est indispensable, ça c'est évident. Et puis, parfois, malgré tout, la situation, elle dépasse tout le monde. L'anxiété est tellement majeure avec l'implication d'autres symptômes. Et il y a besoin, avec l'équipe mobile, d'organiser au mieux des hospices de répit. Émilie est allée voir un monsieur aujourd'hui et c'est une hospice de répit nécessaire qu'on a un peu décalé pour aider au mieux au domicile, mais ça permet d'avoir une entrée facilitante dans un service de soins palliatifs et d'anticiper un peu au mieux. Et parfois, on a des hospitalisations de repli, parce que c'est vrai que la situation, certes, est de plus en plus difficile et on se replie en milieu hospitalier sans avoir de certitude de pouvoir revenir à domicile. Voilà, on a été un peu vite vers la fin, mais c'est vrai que, en conclusion, avant de passer aux questions et de pouvoir répondre au mieux, voilà, l'anxiété, ça reste un symptôme très fréquent, majeur, qui doit être soulagé à notre niveau en soins palliatifs à domicile, qu'il faut prendre en compte de passion son entourage et les professionnels avec l'anxiété des uns et des autres, qu'il faut pouvoir repérer avec les symptômes qu'on avait ou les signes, on va dire, retrouvés, et puis des échelles d'intensité et des réévaluer régulièrement. Après, il faut avoir une approche globale comme tout le temps en situation palliative et d'avoir des gestions et un accompagnement au mieux au domicile, ce qui permet d'éviter soit les hospitalisations, soit les réhospitalisations. Voilà. Donc, on a réussi avec le tempo à pouvoir avoir une grosse dizaine de minutes pour des questions et des réponses. Alors d'abord, un grand merci pour cette présentation, cette excellente présentation. J'ai l'impression que tout a été balayé. Donc merci pour toutes les indications que vous avez données, les approches non médicamenteuses, les approches médicamenteuses.
Et je vais demander maintenant à Chloé s'il y a des questions. Alors, Il y a une première question sur quels risques si l'anxiété n'est pas prise en compte. quel risque si l'anxiété n'est pas prise en compte? Comme dans tout symptôme, c'est-à-dire que le risque qu'elle ne soit pas repérée et qu'elle ne soit pas prise en compte peut faire monter l'intensité de l'anxiété et puis avoir des difficultés, et je dirais soit de maintien à domicile, soit de gestion du quotidien. On s'aperçoit que parfois, en milieu hospitalier ou même à domicile, la situation nous échappe un peu, on court derrière. Et je dirais l'anxiété peut être aussi un des éléments de difficulté de l'anxiété du patient, de l'anxiété de la famille. Parfois, il n'y a pas besoin de mettre de traitement d'anxiolytique sur une anxiété exprimée, et je dirais parce qu'elle reste adaptée. Il n'y a pas d'indication à mettre tous les malades anxieux, même en situation palliative, sous traitement médicamenteux. Mais voilà, quand on voit que les répercussions, l'évolution et l'intensité, il est nécessaire de la traiter avec les approches complémentaires et les approches médicamenteuses. Une autre question. Avez-vous des exemples d'applications de bien-être gratuites que vous conseillez? Oui, pas en tête. Oui, on en a. Je ne les ai pas notés. Mal travaillé. On en a. Est-ce que je peux me permettre, j'y réponds après, hein? Oui, on les Mettre à la personne. voilà, on les transmettra. Hein. Et une autre question. Et le Lysanxia en gouttes, point d'interrogation. Quelle dose en un... Ah, ça, c'est une autre question. Ah voilà. Et le Lysanxia en gouttes, point d'interrogation. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a Qu'est-ce pas que vous en trop on n'a pas trop la coutume de l'utiliser. Je dirais la demi-vie est aussi longue. Ça peut être une alternative. Je suis pas. Voilà, c'est vrai que l'habitude d'utilisation est un peu différente, mais elle peut être utilisée en tant qu'anxiolytique en gouttes. C'est vrai que l'avantage de l'utilisation des gouttes permet de doser un petit peu mieux que des comprimés ou des comprimés à écraser ou autres. Ça peut être une alternative. On l'a déjà utilisé, mais c'est vrai, au quotidien, c'est beaucoup moins utilisé chez nous. Et la dernière question que nous avons, quelle dose en intranasale de midazolam, par exemple, pour le délai d'effet? Quel délai et quel effet? Quel effet, quel délai et quel effet? Enfin, quel délai d'effet? Alors, c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, donc l'utilisation des benzodiazépines est essentiellement en prise orale, parce qu'il faut aussi que la personne, quand elle ressent, on va dire, cette difficulté, qu'elle puisse s'approprier cette prise orale. Après, voilà, de plus en plus en injectable, on utilise, alors j'en ai pas parlé, mais on utilise aussi à domicile le Rivotril, que ce soit en sous-cutané ou ailleurs. L'intranasal, alors pour être honnête, on l'utilise beaucoup plus sur l'unité, plus dans des agitations. On a un dispositif adapté avec un embout et une seringue avec une quantité faible de produit, et on dilue, on utilise une concentration assez élevée de midazolam. On va dire, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 2 à 3 mg de midazolam sur des concentrations assez élevées pour avoir une quantité de 2 à 3 cc maximum de produits à injecter en intranasal. C'est plus ou moins adapté, ça marche plus ou moins parce que dernièrement, un monsieur, il a eu un épistaxis avec, donc c'était pas très adapté. De mettre quelque chose dans le nez, c'est pas non plus adapté chez une personne qui n'a pas l'habitude, qui ne comprend pas un petit peu ce qu'on va faire. Ça peut être aussi violent pour elle.
Voilà, donc c'est essentiellement 2 à 3 mg en intranasal avec des seringues préparées à un embout spécial qu'on peut réitérer. Donc c'est une durée d'action comme tous les intranasaux, que ce soit sur les opioïdes, qui agit assez rapidement dans les 3 à 5 minutes et qui a une durée de vie assez courte. Voilà, une demi-heure, après, il n'y a plus rien. Après, il existe aussi du midazolam qu'on peut donner sur un sucre. Une demi-ampoule de midazolam sur un sucre, c'est aussi parfois utilisé. Et parfois, on essaye de faire des switches de produits entre ce qu'ils prenaient avant, parce que tous nos malades sont quand même très, très médicalisés avec pas mal de médicaments au long cours. Et on essaye de faire des switches de médicaments féroces en médicaments injectables. Bon, il existe, je dirais, des équivalences, mais qui sont à adapter en fonction de chaque personne. Et nous avons une dernière question. Merci pour vos explications. Alors, dans les facteurs de risque, vous annoncez que les femmes sont plus touchées que les hommes concernant l'anxiété. Pourquoi? Alors, il n'y a pas vraiment de pourquoi. On sait juste sur les études qui ont été faites, et notamment, vous en retrouverez plus de détails sur le site d'amélie.fr, où il est dit quand même que les femmes sont 2 fois plus sujettes que les hommes à l'anxiété, d'une manière globale et générale. Et que 15 à 20% de la population sera un jour, sans parler de pathologie palliative, sera un jour contraint et sujet à une source d'anxiété. Voilà, sur les chiffres. J'espère que ça répond un peu à la question. Mais il n'y a pas forcément d'explication. Alors, il y a des liens avec les hormonales, bien sûr, et puis sur la façon de gérer, le quotidien, on va dire, et sur cette histoire de charge mentale. Et une remarque là que je vous partage. Notre prise en charge HAD est souvent source d'anxiété qui peut freiner la médicalisation du domicile et peut finalement nous mettre en difficulté sur la qualité de notre prise en charge en cas d'altération de l'état général. Voilà. C'est vrai. C'est Donc, là où la coordination en amont et la préparation à l'arrivée de ce type de structure au domicile est importante. Bon, nous, ici, on a quand même la chance, et historiquement aussi, d'avoir un lien assez étroit avec l'HAD, mais pour autant, c'est pas forcément le cas partout. Mais c'est vrai que quand les EMSP interviennent un peu plus en amont et qu'on arrive à avoir un repérage précoce de la situation palliative, ça permet de préparer justement à cette médicalisation et d'amener la médicalisation au compte-gouttes et pas d'un coup avec l'HAD où du coup le lit médicalisé et tout ça continue. Voilà. eh bien, il est 13h28, voilà, donc je suis un peu la garante du temps. Encore un énorme merci à l'équipe mobile du CH de Mont-de-Marsan pour cette présentation très enrichissante, très intéressante. Merci à tous les participants pour vos questions. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur la chaîne YouTube. Alors, peut-être pas aujourd'hui exactement, mais enfin, on va le mettre sur la chaîne YouTube au plus vite. Si vous souhaitez poser des questions, on va essayer de répondre à la question sur les applications, à la personne qui avait posé la question. Si vous avez des questions encore, on les passera, je pense, à l'équipe mobile qui pourra peut-être répondre aussi. Voilà, voilà, un grand merci. À très vite. À très vite et bravo à l'équipe de Mont-de-Marsan. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir.